Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois ce lundi dans le même but de travailler, éduquer, former, informer la population. Nous estimons que c'est très important. La prospérité parle de 15 millions de dollars. Félix Tshisekedi parle d'une confusion regrettable. Afrique Info, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu prétend avoir gagné alors qu'il le démontre. Impact News, les collèges des fondateurs en colère, putsch au sein du Grand Kassai Fondation Asbel. Mesdames et messieurs, l'actualité n'est rien d'autre que cette grande orale du président de la République, une interview exclusive accordée aux journalistes étrangers, enfin disons on va dire étrangers, TV5 et bien d'autres. Cette interview n'a pas été du goût de tout le monde. D'abord, dans la forme, certaines personnes ont estimé que le président en fait un peu de trop quand il accorde les interviews, généralement exclusives, à des chaînes étrangères qui ont pris le temps de le démolir. Certaines personnes estiment que ce n'est pas normal que le président accorde beaucoup plus d'intérêt à la presse internationale qu'à la presse locale, alors qu'il était hier victime de cette même presse qui se mettait à les démolir, et vraiment à les démolir. Mais on a comme l'impression que le président accorde beaucoup plus d'interviews à la presse internationale au lieu de l'accorder aux journalistes congolais. Bon, ça c'est un point de vue des gens et il faut peut-être croire ou peut-être pas croire. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsque vous faites le tour du monde, vous vous rendez compte que toutes les grandes interviews, sinon toutes les grandes premières ou les premières grandes interviews ont toujours été accordé à la presse nationale. C'est un principe. Donald Trump, quand il est au pouvoir, la première interview qu'il accorde, il ne l'accorde pas à TV5. Il accorde d'abord à la presse locale. En Chine, au Japon, c'est pratiquement pareil. Quand bien même on a besoin de la presse internationale pour relayer le message au niveau international. Est-ce que c'est une question des complexes ou une question de visée politique? Est-ce que l'on a besoin d'atteindre les salons politiques occidentaux et on néglige l'opinion nationale, ou on est dans une mesure où l'on veut attaquer tous les deux? Parce que l'on sait que quand on passe à l'international, et les nationaux vous suivent, mais quand on passe au niveau national, peut-être à l'étranger, on ne vous suit pas. Est-ce que c'est l'idée de faire d'une pierre deux coups? Ce sont des questions que l'on se pose. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer la manière de faire les choses? Parce qu'on l'a vu avec le président Joseph Kabila Kabange. On l'a vu aussi. Toutes les grandes interviews qu'il faisait, il le faisait à l'extérieur. Quasiment les grandes interviews. Il les faisait à l'extérieur. Et alors, on a comme l'impression qu'on continue avec la même logique. Où le président, quand ils vont vraiment parler, il ne parle qu'à l'extérieur. C'est difficile aujourd'hui au Congo que vous voyez un journaliste ou deux journalistes recevoir le président de la République. En tout cas, c'est difficile. Je ne vois pas les rédacteurs d'Impact News, mon aîné Joël Cadet, inviter le président et qu'il lui pose des questions et que le président réponde. Mais vous allez voir, quand c'est le soir qui débarque, quand c'est un journal espagnol ou un journal allemand, quand ça vient, eh bien, le président accorde l'interview à une personne, à un journaliste étranger. Mais aujourd'hui, si je suis moi, Christian Bossembe, j'écris une lettre à la présidence et je demande l'interview exclusive au président. Si on est gentil avec moi, ils vont me dire, bon, allez rencontrer d'autres journalistes, venez même à 2 ou 4, disons, venez même à 5 ou 6 ou 7, comme ça le président parle avec tout le monde directement. Mais par contre, quand c'est France 24 ou TV5, s'ils viennent demander l'interview, ils n'ont pas besoin d'être ensemble. Ils n'ont pas besoin. Ils peuvent venir seuls, ils posent la question au président et puis le président répondra. C'est ce qui est bizarre au fait. À l'Assemblée nationale, dans d'autres secteurs au Congo, les journalistes congolais ne peuvent pas entrer avec des locks. J'ai vu le cas avec Homo quand il avait des locks, on l'a refusé d'entrer à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais juste à côté, il y avait un bloc qui avait des locks qui est entré, sans problème. Les journalistes belges, français, eux peuvent venir avec des culottes. On a vu ça avec Joseph Kabila, un monsieur des Canal Plus en culotte, s'il vous plaît. Mais il pose la question au président, il répond. Mais quand c'est un Congolais qui est en culotte, on dit tu manques du respect au président. Je ne sais pas si le journalisme a une nationalité. Bon, on nous dira peut-être. Donc ce sont des choses finalement qu'il faut prendre en compte. Et ce n'est pas bien, il faut donner beaucoup plus de l'importance à votre propre presse. Parce que lorsque Macron a été élu président, il n'a pas d'abord accordé l'interview à l'Allemagne. Il a d'abord accordé l'interview à la France. Parce qu'il faut d'abord redonner comment on appelle, l'importance que vous. Mais est-ce que quand le président est en déplacement, faudrait-il, quand il veut s'adresser aux gens, qu'il recourt à la presse nationale? Non. Il est à l'étranger, quand il a des questions à poser,
Eh bien, quand on lui pose des questions, il répond. Mais on aurait souhaité que le président parle d'abord avec le journaliste congolais. Et puis après, il pourra aller à l'étranger. C'est ce qu'il a fait. Mais il ne l'a pas fait au premier point. Il a d'abord reçu les étrangers et puis il a pris les journalistes en bloc qui ont fait un voyage, je vais dire un peu scandaleux parce qu'ils étaient dans un cargo, ils étaient très mal entassés. On a vu les images, c'était assez affreux quand même, assez affreux et indigne pour les journalistes. Ce n'est pas un problème que du président Félix Tshisekedi, mais c'est pratiquement le problème de tous les présidents africains. Regardez comment ils sont quand on le reçoit, quand ils sont reçus par les étrangers, surtout par les journalistes de France 24, TV5 et les autres. Regardez comment ils sont. Ils sont tranquilles, ils sont à l'aise quand on leur pose des questions. Mais ce sont les mêmes questions. Quand on les pose ici, dans nos pays africains, ah bien, ces journalistes ont des problèmes. Ces journalistes ont des problèmes, ils sont tout de suite catalogués, tout de suite taxés. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est bizarre en fait, ce qui nous étonne. Le même journal qui vous a insulté hier, le même journal qui vous a détruit dans l'opinion hier, c'est le même journal à qui vous accordez une interview. Eh bien, on connaît comment ça se passe généralement, on connaît les frais qu'on paye et tout. Si on pouvait le faire avec nous, ça aurait été mieux. J'estime, comme tout le monde, si les frais de diffusion qu'on paye pour ces chaînes-là, on pouvait soutenir un média congolais, on serait beaucoup plus fort. Donc, je crois qu'on peut peut-être aller dans ce sens-là. Mais là, c'était un point de vue des gens, surtout au niveau de la forme. Les deux présentateurs, et la présentatrice et le présentateur, eh bien, eux aussi ont sémé une petite polémique dans les fils de discussion, dans les chats, dans les commentaires. Vous voyez, on a fait des petits sondages. Il y avait pratiquement une histoire de 72 ou 73% des gens qui étaient favorables à la dame parce qu'on estimait que la dame était beaucoup plus posée, beaucoup plus clémente. Elle n'avait pas un air assez de, je vais dire, d'attaque. Elle posait des questions, elle s'attendait aux réponses. Elle n'enchaînait pas des questions comme si quelqu'un voulait vraiment piéger, quoi. Mais alors que d'autres, l'opinion des autres, estiment que le journaliste, le monsieur, lui, était dans une sorte d'attaque. Et il n'attendait pas. Il était un peu, en fait, comme s'il attendait beaucoup plus, un peu comme s'il était déçu des réponses du président de la République. Et on pouvait les lire sur son visage. Je récupère les propos, je relais le propos des commentaires des gens. Tout de même, il y a d'autres personnes qui estiment que le monsieur était dans son rôle de journaliste et que la dame était complaisante. Donc, vous avez un peu tous les deux points de ce côté-là. Maintenant, analysons le fond de la question. La forme de la question. Le président Félix Tshisekedi, moi je crois que le discours, à mon avis, le discours était bien. Le discours était limpide, le discours était clair, le discours était posé, il était calme, il répondait aux questions sans aucune intention de connaître tout. Mais il y a eu de petits couacs, on va dire, dans l'exposé du président. Le président commence d'abord par expliquer la coalition. Il fait comprendre à tout le monde que c'est lui le président et qu'il n'a pas des injonctions à recevoir de M. Kabila et que c'était plutôt une question de discussion. Mais en même temps, le président a aussi eu un côté sincère assez exagéré. Pourquoi je dis exagéré? Félix Tshisekedi, ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un non seulement de vrai, mais il est sincère, on peut le voir dans son visage. Il est sincère, il est posé, il est calme, il répond aux questions comme on lui pose. Mais alors, il y a un petit problème. Par exemple, quand on lui pose la question sur Martin Fayulu, si j'étais le conseiller du président, je lui aurais demandé, Monsieur le Président, tu n'avais pas besoin de dire que vous n'avez aucun rapport. Parce que ça ne sonne pas de la même façon. Quand vous dites que vous n'avez aucun rapport, c'est une réponse arrêtée, une réponse brève, une réponse concise, un peu comme pour dire, ne me posez pas des questions sur lui. Parce qu'on a comme l'impression que le conflit entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi commence à devenir un problème sérieux et personnel. Souvenez-vous qu'à l'aube des élections, non, je veux dire, après l'élection, quand le président a été proclamé par la Cour constitutionnelle, après son élection, Martin Fayulu et M. Félix Tshisekedi se tenaient encore de propos, je veux dire, respectueux les uns avec l'un pour l'autre. Lors de la prestation de serment, disons, de l'investiture du président, M. Félix Tshisekedi a parlé de Martin Fayulu comme un frère, comme un ami. Et après, vous allez voir, pendant 1 ou 2 mois, M. Félix Tshisekedi parlait de M. Martin comme si c'était son frère. Il appelait toujours mon frère, mon ami, mon frère, mon compatriote, mon frère, mon compatriote. De l'autre côté, on a eu aussi Martin Fayulu, M. Martin, qui parlait aussi de ça,
Mais puis à un moment donné, le ton a commencé à durcir du côté de Martin Fayulu, sans prendre fait et cause. Monsieur Martin a commencé maintenant à parler de traiter Félix de tous les noms. Et vous le savez, Potiche, vous savez, Placebo, vous savez, Marionnette, vous savez, Nommé, vous savez. Tous les noms-là que Martin Fayulu utilisait contre Félix, en ce moment-là, Félix ne le traitait que de son frère, de son ami, ainsi de suite. Mais puis, pouf, à un certain moment, on sent qu'il y a une sorte de réponse du côté du président Fachi. Et il a dit hier, quand on lui pose la question, est-ce que, parce que la question de la journaliste n'avait pas été... le président l'avait interrompu. Le président avait répondu un peu rapidement, alors que la dame n'avait pas encore fini le sens de sa question. Le sens de la question de la dame était, Monsieur le Président, est-ce que vous souffrez de voir votre ancien collaborateur, votre ancien partenaire de l'opposition, vous traiter aujourd'hui? Vous voyez un peu le sens de la question. Le président s'est arrêté à, est-ce que vous souffrez du fait? Le président tout de suite a répondu, oui, j'en souffre. Et le président donne une autre réponse, il dit, j'en souffre parce que je n'aime pas qu'on me prenne pour un usurpateur alors que je ne le suis pas. Donc vous avez quelqu'un qui vous parle sincèrement de la peine qu'il ressent. Alors là, on n'est plus en face d'un président de la République qui doit, entre guillemets, dans la politique correcte, il doit se cacher, il doit ne pas dire ce qu'il ressent, on a besoin qu'il garde l'image. Alors non, là, il fait un peu l'allure de Donald Trump. Il est dans le réel, il vous dit ce qu'il ressent. Il dit, j'ai très mal qu'on m'accuse d'usurpateur. Or, ceux qui ont agité la fibre de l'usurpation, de tout ça, c'est bien évidemment M. Martin Fayulu, le Col Amouka, et qui l'ont accusé, bien évidemment, à tort ou à raison, d'avoir triché les élections, d'avoir triché, puis d'être une marionnette. Donc, il a eu mal. Et ça prouve à suffisance comment il lui répond tout de suite. Il dit, en tout cas, il n'y a aucun rapport. On lui dit, est-ce que M. Martin, tout ça, il prétend avoir gagné les élections? Il dit, bon, moi j'ai prouvé. Et lui, il ne l'a pas prouvé. Donc, il continue dans cette avancée-là. Et ceux qui ont un regard beaucoup plus pertinent, disons, beaucoup plus pointilleux ou approfondi, ils comprennent que aujourd'hui, la perception que Félix Tshisekedi avait de Martin Fayulu a considérablement changé. Peut-être, c'est ce que nous demandons au président de la République, de ne pas tomber dans l'erreur de considérer Martin Fayulu comme un ennemi, mais de considérer Martin Fayulu comme quelqu'un qui a été blessé dans son amour intérieur, à tort ou à raison. En principe, dans des pays sérieux. Et si on avait vraiment cette culture-là, M. Martin avait besoin de voir un psychologue. Alors, quand on dit un psychologue, on dit « Afingi », non. Voir un psychologue, c'est comme Marine Le Pen a vu un psychologue. En fait, quand vous avez été si proche dans des événements assez rudes, parce qu'il faut dire, hein, les gens dormaient comme Martin Fayulu ne dormait pas. Parce qu'il avait le poids sur lui. Le poids de quoi? Il avait le poids des attentes de beaucoup de personnes. Martin Fayulu se considérait déjà comme un président parce que le fait lui donnait déjà raison. Voyez-vous? Il pensait déjà gagner l'élection. Et quand vous attendez gagner, et qu'à la fin de compte, vous n'avez pas gagné, je répète, à tort ou à raison, il y a un coup terrible. Et vous le savez, M. Martin Fayulu doit commencer à avoir le choc. Le premier choc que M. Martin a subi, c'est le choc de la reconversion, du changement de situation à partir de Genève. Il fallait suivre cette vidéo de France 24. Il a dit, je suis revulsé. Et vous voyez l'homme et même le visage, ouais, qu'il est choqué au fond de lui. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas refuser. On ne peut pas, on n'a pas des barils, on n'a pas, je vais dire, des anti ou des anti-balles contre ça. Il n'y a vraiment pas de protection. C'est pourquoi même au football, il y a ce qu'on appelle des préparateurs mentaux ou des préparateurs mentaux. C'est des gens qui préparent votre mental, qui préparent votre morale, parce qu'il y a certaines épreuves qui ne vous laissent pas indemne. Quand vous entrez, vous ne sortez pas comme vous étiez. Ou vous êtes brisé, ou vous êtes satisfait. Et M. Martin Fayulu, dans cette guerre électorale, M. Martin Fayulu est sorti brisé, opprimé, oppressé et un peu compressé aussi. Si vous voulez déprimer. Simplement parce qu'il pensait gagner l'élection, il ne l'a pas fait. Donc, tout ce qu'il va dire, tous les propos qu'il tiendra, sont des propos qui seront issus d'un contexte psychologique donné. C'est quelqu'un qui a très mal, c'est quelqu'un qui ne comprend pas comment il a perdu l'élection, comment il pouvait perdre. Et alors, tout ça
Si on était dans un pays sérieux, il aurait pu consulter quelqu'un, peut-être on allait l'aider à surmonter un peu ces choses et aller voir, à tourner la page. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui étaient allés dans l'élection locale, ils ont essayé un peu de tourner la page, peut-être pas oublier le fait, mais au moins tourner la page. Monsieur Martin Fayulu est resté le seul dans sa logique de vérité des urnes ou pas. Vous sentez qu'il est blessé. Mais ça n'a rien à voir avec une faiblesse quelconque, pas du tout. C'est un état naturel des choses. Même moi, même vous, quand vous êtes marié, ou vous voulez vous marier, et figurez-vous que vous allez comme ça devant l'officier de l'état civil, et on pose la question à la femme, voulez-vous prendre tel pour époux? Et la femme dit non. Voyez-vous dans quel état vous vous trouvez? En fait, vous vous attendez à tout, sauf à cette réponse-là. Et cette surprise laisse des séquelles dans la tête des gens. Voilà pourquoi il faut que les gens consultent régulièrement des gens. Madame Hillary Clinton a été placée aussi sous ces études-là, ces examens-là. Elle devrait aller rencontrer cet examen. Parce qu'elle non plus ne pouvait pas imaginer qu'elle perde l'élection. Avec tous les sondages qui lui donnaient, déjà, elle était favorite, elle ne pouvait pas s'imaginer échouer. Donc, on suit quand même une sorte de thérapeutique pour que, de thérapie, allais-je dire, on suit une sorte de thérapie pour que Esprit Kita ose la poser Mahamousso et Leka. Donc, moi, je veux conseiller par contre le président Félix que lors de son prochain oral, que le président Félix tienne compte de ça, en fait. Qu'ils tiennent compte de ça, parce que les questions arriveront toujours. On va lui poser encore des questions. Quels sont vos rapports avec Martin Fayulu? Je propose que le président revienne sur ses propos en disant, avec Martin Fayulu, le seul rapport que nous avons sont des rapports des frères. C'est un frère pour moi. Parce que même pour le besoin de la consommation populaire, même pour le besoin de nos enfants qui nous suivent, ils doivent comprendre que la politique, ce n'est pas l'adversité. Enfin, disons, ce n'est pas l'hostilité, mais c'est de l'adversité. C'est peut-être une sorte d'adversité, mais ce n'est pas de l'hostilité. Alors dire qu'on n'a pas de rapport, en tout cas, et avec le ton que le président avait utilisé, on sent que c'est vraiment quelque chose d'arrêté. Mais je veux dire, Félix Tshisekedi est sincère. Quand il dit qu'il n'y a pas de rapport, effectivement, il n'y a pas de rapport. Donc peut-être pour lui, il s'est dit, je n'ai pas besoin de mentir. Je vais aller directement, je vais aller droit au but. Et c'est quand on y va droit au but, en politique, qu'on fait beaucoup de casses. Généralement. Parfois, il faut une dose de diplomatie pour essayer un peu de faire quelque chose de bien. Mais ce n'est pas une faute. Non, ce n'est pas une erreur non plus. C'est simplement... bon, je ne vais pas non plus parler de la maladresse. Mais je crois que c'est peut-être un petit problème de tact que le président aurait pu avoir. Un autre point qui a dérangé les gens, c'est... Moi, je ne m'attaque qu'à ce qui a dérangé, hein, pas au Batono Bandimaki. On parle de Podato et des Batois comprendre ma point Moussoussou. Si nous parlons du point à COP, j'ai entendu des gens dire, non, à niveau président, à quoi le COP. Mais si vous avez suivi le discours, le président, avant de parler du COP, le président explique. Il dit aux dames, parce que les dames ne connaissent pas le lingala, il dit aux dames, hein, en lingala chez nous, nous avons inventé un terme qu'il condamne d'ailleurs. Il appelle ça un problème de mentalité. Il utilise même un terme beaucoup plus fort. Il dit, la corruption a été banalisée chez nous, au point que nous avons donné ça un autre nom. Nous parlons de COP. COP peut être diminutif, il y a coopération. Et nous savons tous au Congo, quand on parle de COP, ce n'est pas quelque chose de moral. Et le président dit, chez vous, c'est illégal. Mais chez nous, ce n'est pas illégal. Chez nous, c'est devenu une sorte de normal. Et les gens, il dit même que les gens veulent se justifier. Et cette vie de coopérisation, il y a COP, il y a Bomimbo Kanabiso. C'est ce qui a créé deux administrations parallèles. Il y a Express, et il y a Normal. Si vous arrivez dans une entreprise, on vous demande un document, on vous dit qu'est-ce que vous voulez. Et les Canadiens a tout droit, tous les Canadiens a COP. Si vous voulez une COP, vous aurez un résultat beaucoup plus rapide. Si vous voulez un a tout droit, vous attendrez longtemps. Donc c'est l'état d'esprit des Congolais. C'est une mentalité que les Congolais ont adoptée. Alors c'est cette mentalité-là que le président Félix a estimé qu'il faut combattre la mentalité. Et donc il a utilisé le terme COP dans ces contextes-là. Alors si vous le sortez de ce contexte, eh bien ça devient un prétexte. Parce que lorsqu'un texte est sorti de son contexte, ça devient un prétexte. Et on ne peut plus aller plus loin dans un raisonnement dans ce sens-là. Donc le terme COP que le président a utilisé n'était là que pour dire ça. Ça n'avait rien à voir avec une sorte de minimiser les choses. Non, pas du tout. Alors, il y a un autre élément que le président a si bien dit, mais qui a dérangé beaucoup. Moi aussi, j'étais un peu heurté quand il a parlé de « je n'ai pas le temps de fouiner » dans le passé des gens.
Moi, je n'ai pas le temps de fouiner dans le passé des gens. Mesdames et messieurs, je vous présente deux raisonnements. À vous de vous situer dans les deux raisonnements. Les deux raisonnements. Le premier raisonnement est lequel? Le premier raisonnement est celui d'être rigide, celui d'être sévère et de boire dans la coupe de la vengeance active et personnelle. Le deuxième raisonnement est celui d'une vengeance institutionnelle. Le président Félix Tshisekedi s'inscrit dans la logique d'une vengeance institutionnelle et pas d'une vengeance individuelle. Il faudrait faire comprendre ces deux choses aux gens pour que les gens comprennent. La vengeance institutionnelle est une vengeance beaucoup plus acceptée parce que c'est la vengeance des institutions. Ici, c'est le pouvoir judiciaire qui fait son travail. Il a dit, nous allons mettre en place une justice indépendante qui ne dépendra pas du président, non plus de la présidence, mais qui dépendra des règles et des textes. Là, il a dit en Belgique, quand il était devant le Congolais. Parce qu'il a dit, je ne veux pas qu'on fasse de moi un président dictateur. Alors, il faut instaurer un état de droit qui aura comme bras séculier la justice. Donc, si vous élevez la justice va fouiner, travailler, de façon qu'on puisse rétablir la vérité. Et on appelle ça une vengeance institutionnelle. En ce moment-là, ce n'est plus une vengeance individuelle. Une vengeance individuelle produit la vengeance populaire. Parce que une vengeance individuelle, c'est lorsqu'un homme s'érige ou s'arroge le droit de sanctionner les gens, de piétiner les gens, de les écraser, parfois sans aucun moyen. Vous voyez? Parfois sans aucun moyen. Et la vengeance individuelle ne touche pas le problème dans sa profondeur. Ça touche une catégorie de gens. Parce que dans la classification du mal, il y a de gros faiseurs du mal et de petits faiseurs du mal. Alors, dans la politique, dans la vengeance individuelle, vous attaquez les gros, mais vous n'attaquez pas les petits. Pourtant, les petits sont nombreux. Vous n'allez attaquer que des noms qu'on connaît. Et ça a généralement un visage, je ne dis pas que c'est ça, mais ça a généralement un visage. C'est le visage de quoi? C'est le visage d'un règlement de compte. Et quand vous vous attaquez à des gens, on se rend compte que est-ce que c'est vraiment un règlement de compte ou c'est vraiment quelque chose de tout le monde? Alors le président Félix a refusé d'aller dans ce sens-là. Il a proposé plutôt une vengeance institutionnelle. Mais maintenant, le premier raisonnement est de ceux qui pensent que le président devait sanctionner. Jusqu'aujourd'hui au Congo, il y a des gens qui pensent que le président Félix doit arrêter Kabila. Le président Félix doit arrêter ceux qui ont travaillé avec Kabila. Le président Félix doit arrêter tout le monde. Oui, mais les gens oublient que le président, il est magistrat suprême. Il est le magistrat suprême. Mais ce n'est pas lui le procureur général de la République près la Cour de cassation ou près les cours d'appel. Non. Le président de la République est magistrat en termes, c'est un titre honorifique qu'on lui donne. Mais ce n'est pas lui qui siège. C'est simplement parce que certaines décisions de la justice sont rendues au nom du président. Et d'autres jugements sont rendus au nom du peuple. Ça dépend des instances. C'est de ces points-là qu'il est magistrat suprême. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que lui-même devienne procureur. Si le président devient procureur, nous tombons dans l'anarchie. Si le président devient procureur, nous tombons dans une sorte d'anarchie. Et puis c'est totalement désastreux pour un pays. Alors, en même temps, il faut faire comprendre aux gens que le président a été élu sur base d'un programme. Le programme du président, c'était la rupture. Et qui dit rupture, dit application de sanctions pour ceux qui ont volé. On est d'accord. Dans la première hypothèse, on est d'accord. Félix Tshisekedi a été élu pour qu'il nous enlève entre les mains des prédateurs, de ces systèmes de corrompus et de renégats. Il a été élu pour nous donner, je dirais, l'avenir et le besoin de croire. Et toutes ces choses, quand on regarde, on se dit, il a donc le droit d'arrêter de condamner les gens. Mais maintenant, quand on veut réfléchir honnêtement, dans la vraie réflexion, on se rend compte que le président n'arrête pas les gens. Le président n'arrête pas les gens. Il n'entend pas les gens. Si le président arrête quelqu'un, il entend le vœu que la personne va dire devant le président est un vœu inutile, ce qu'on appelle un vœu extorqué. Donc le président n'a pas les prérogatives de faire des PV, d'entendre les gens. Mais qu'est-ce qu'on entend du président? On entend du président qui puisse institutionnaliser une vengeance institutionnelle. Ça veut dire que le président redonne à la justice la fierté, la dignité, les moyens politiques, idéologiques, intellectuels nécessaires
de travailler en toute indépendance. Donc, ce que nous attendons du président, c'est de faire en sorte que le recrutement de juges, le recrutement de procureurs, leur traitement, leur encadrement et leurs sanctions s'opèrent de façon à respecter l'idéal d'un état de droit. Quand on ira dans cette logique-là, en ces moments-là, on n'aura plus besoin de demander au président « arrête tel », parce que la justice va automatiquement faire son travail. Mais si la justice demeure une caisse de résonance de la politique, eh bien, on n'aura jamais gain de cause. Ça ne marchera pas pour la simple raison que il y aura des pesanteurs politiques, des pesanteurs sociologiques, des pesanteurs économiques qui vont empêcher aux juges et aux procureurs de travailler convenablement et on ne saura jamais qui avait volé, qui n'avait pas volé. Donc, si nous voulons comprendre la proposition du président quand il dit « je ne vais pas fouiner dans le passé », cela n'est pas de la nonchalance, non. Cela n'est pas la peur, non. Mais seulement il ne veut pas, je pense comprendre, il ne veut pas qu'il puisse faire le travail de la justice. Il veut que la justice fasse son travail. Donc je crois, peut-être c'est comme ça que les gens doivent comprendre la chose, surtout les propos du président. Et puis en même temps, le président dit aussi qu'on lui pose la même question sur les sanctions internationales. Mes frères, l'avantage avec moi, j'ai un petit avantage. Le tout petit avantage, c'est que je fais un effort avant de sortir dans le média. Je prends mon temps de lire, de comprendre l'actualité et de venir donner mon point de vue sur l'actualité. En fait, c'est ça mon travail, en fait. Voilà pourquoi après, tout ce que je dis, sinon 90% de ce que moi je dis ici à la télé, l'avenir me donne raison. Toujours. Parce que quand vous êtes posé, quand vous ne prenez pas parti ni comment quelconque, la nature va vous récompenser, mes frères. Mais si vous prenez position déjà, vous voulez faire obliger la nature va se charger de révéler à la face du monde que vous étiez dans le faux. Voilà pourquoi tout ce que moi j'ai toujours dit, d'une manière ou d'une autre, toujours à solo. Quand j'avais donné mon point de vue ici, le président ne s'était même pas prononcé. Mais comment se fait-il que le président, à Ken, en Belgique, il reproduit exactement les mots et les phrases que moi j'avais utilisées dans une émission tournée 7 jours avant qu'il a fait l'interview Naïwana? Voyez-vous? Parce que ce qui est bien, c'est qu'on soit bien et les mots pour le dire viennent aisément. On a posé la question au président. Est-ce qu'au côté la Batounioso, il dit clairement non. Ceux qui ont été cités dans les affaires politiques, il aurait dit encore on peut. Il dit encore on peut. On ne dit pas qu'il doit. Il dit on peut abandonner de poursuites ou de lever les sanctions. Mais ceux qui sont condamnés, ceux qui sont sanctionnés pour avoir tué, violé, ces gens-là, je ne les défendrai pas. Est-ce que vous pouvez imaginer les propos? Il dit je ne les défendrai pas. Parce que je ne peux pas les défendre. Donc là aussi, vous avez des réponses aux questions que les gens se posaient. Alors, au sujet de l'affaire de 15 millions, là aussi, les gens ont peut-être interprété à leur manière, mais il y a une vérité à dire ici. C'est que le président parle de la rétrocommission. La rétrocommission au Congo, c'est quoi? La rétrocommission est illégale dans certains pays. C'est un fait illégal pour un vendeur de verser une commission plus importante que demander à un intermédiaire pour récupérer ensuite, de façon occulte, la partie de la somme superflue après la transaction initiale. Ça, c'est une définition beaucoup plus, théorique, hein, scientifique. Il y a rétrocommission. Mais na Congo, la rétrocommission a fait vivre des familles. Mesdames et messieurs, je dois vous le dire, certaines maisons au Congo ont été construites pour la rétrocommission. Na bana ebele batanga na classe na bango na mboka oyo likolo ba rétrocommission. Donc ceux qui l'ont décidé, je prends un pouvoir maléfique le biboué. Oh, tous les bénéficiaires des rétrocommissions Bakoufa. Je suis convaincu que vous allez compter des morts et des morts, vous n'imaginez même pas. Parce que les gens en ont fait une vie, les gens en ont fait une culture. Cette rétrocommission, au point de l'institutionnaliser. C'était devenu une sorte d'institution. Je vais vous prendre un fait bénin pour comprendre la complexité à Makambo. Je vous fais un fait bénin. Je vous donne un fait bénin. Nous qui sommes à la télévision, dans les radio, vous avez un annonceur. Par exemple, je prends un exemple. On suppose que Bambo Azali, grande entreprise Yamasanga. Bambo, hein, tu sais Kombo Bongo. Bambo avec grande entreprise Yamasanga. Grande agent de publicité, agent commercial. D'accord? Na Kokuto na Bambo. Na dit Bambo. Biso to peut savoir ce qui se passe pas na biso.
la publicité n'est pas nabiso. Mais voici ce que vous allez nous donner. Bino Bosenga, comme Bambo Bino, on peut Bino 3 millions de dollars pendant 6 mois. Pour un semestre, je vous donnerai 3 millions de dollars. Mais Bambo nous dit ceci. En tout cas, 3 millions de dollars, c'est ça, au moins une entreprise. Mais Bino Bogozwaka a 1 million de dollars. Mais Bogo signer facture, il y a 3 millions de dollars. 2 millions, nous allons récupérer ça. Ça, c'est l'idée de la rétro-commission. Voyez-vous? Les gens peuvent dire naïveté. Parce que au Bango Bassin, la chaîne de Bango, il y a 1 million. Mais au Biso de Bimissi, la chaîne de Biso, il y a 3 millions. Donc, d'un point de vue réel, il n'y a pas faute. Parce que l'entreprise, il y a Bambo, il y a publicité dans Bango, il y a 3 millions. Biso peut la chaîne de Biso, il y a la publicité à 1 million. Mais où sont partis les 2 millions? Les 2 millions vont se partager entre les agents. Il y a commercial, il y a Kuna. Dans l'agent commercial, il y a Koto. Et comme ça, en termes de pourcentage. Voici ce qu'on appelle une rétro-commission. Est-ce que c'est du détournement? Non. Le détournement, c'est le fait qu'il y a 3 millions de dollars destinés à la publicité. Soit ou alors vous affectez ça ailleurs. On appelle ça du détournement. C'est même le terme le dit, détournement. Ça veut dire l'argent a subi un détour. L'argent a subi plutôt un changement d'itinéraire financier. Oui, financière. Mais maintenant, rétro-commission, c'est le fait que l'argent est affecté effectivement dans le secteur Nango, mais une sorte de rétro, les bateaux va mériter un côté. Donc, en réalité, c'est un fait immoral. C'est un acte immoral que certains pays ont pénalisé. Mais nous n'avons pas pénalisé ça. Et le président ici parle de la moralité. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire des 15 millions. Mbongo moko tika la kawana, alors mbongo ne fallait tika la et servir makambo mususu. Non, bato moko ba ligne mbongo na ba partager yango. Et le président a établi la ligne na makambo. Alobi IGF a placé la présidence a placé la président. Donc il ne dépend pas du directeur de cabinet. Le directeur de cabinet n'avait pas à l'interpeller. Mais de la même manière, l'IGF aussi n'avait pas à opérer de cette façon-là comme un procureur. Donc voici un peu comment le président a lobby Makambo. Mais quand il dit clairement que cette affaire est maintenant portée au niveau du juge. Voyez-vous? Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, c'est qu'il faut retenir un peu dans Makamwana mi-balé. Mais des pics, oui, il y en a eu. Des pics, il y en a eu. Et le président Félix, à chaque déplacement, à chaque sortie, bande qu'on a vu sur côté kuna, vendre ensemble, pour qu'il va contrecarrer. Il a fait des pics, mais des pics assez passables. Quand il parle, par exemple, il y a ANER. Il dit l'ANER de l'ancien temps, c'était une ANER, parce qu'il s'agit d'une agence qui était dans la répression. Mais il y a l'objet ANER, il y a commis ANER, il y a contrôle, et commis ANER humanisé. Ça veut simplement dire qu'il y a Bino qui m'a mouté. Et ça fait 3 fois que le président Félix Tshisekedi tire à bout portant sur l'ancien régime sans mettre des gants. En Belgique, il traite l'ancien régime d'être un système caractérisé par la corruption. Et là, il revient traiter l'ANER qui était sous la présidence à l'époque, de caractérisé par ce procédé Yamala Mumingite. C'est très dangereux. Et moi, je demande, pour terminer cette émission, je demande au président et à la présidence, le conseiller chargé de droits de l'homme, il y a présidence. S'il vous plaît, avec tout le respect que nous vous devons, nous vous demandons d'aller inspecter les cachots qui restent. Le président a probablement réussi, mission naïe, il y a humaniser ANER. Mais ba cachot bo humaniser on a noté. S'il vous plaît, bateau bakangi bango ba cachot, baza sous-homme te. C'est des gens qui ont fait des fautes. Oh l'état moni bakangi bango. Na ba condition de vivre na ba cachot et na ba condition malamouté. Faites un tour na Ipekin, faites un tour na Makala, faites un tour na ba prison na biso na ba cachot na biso toza na ba souciette na biso. Les gens vivent dans des conditions inhumaines là-bas. Inhumaines. Trouvez un moyen de financer la construction, il y a ma maison d'arrêt. Et c'est très important. Sinon, c'est compliqué. Ces gens-là vivent dans des conditions les plus extrêmes. Un petit local, 20, 30 na katinango. C'est très dangereux. Personne ne prend soin d'eux.
Quand vous privez quelqu'un de la liberté, vous devez lui donner à manger. Ce n'est pas parce qu'il est détenu qu'il ne peut pas manger. Quand on veut être un état de droit, nous devons aussi respecter les droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est aussi le droit du prisonnier. Oui. La prison est un endroit, est un endroit propice pour réintégrer bateau, baby Simobeko. Ce n'est pas un mouroir, ce n'est pas un cimetière. Il y a des gens qui peuvent construire le pays qui sont allés dans la prison. Ce sont des énergies que nous perdons. En même temps, nous avons besoin de la main-d'œuvre. Mais les prisonniers peuvent nous aider à la main-d'œuvre. Les prisonniers peuvent nous aider à construire les chemins de fer. Ils peuvent nous aider à construire Babylone Rebelle. Certains pays ont été construits car on a des prisonniers. Mandela, on a batonga balabala ba Mandela, on a batonga balabala milai, on a chemin de fer milai, ba Mandela, on a batonga yango. Pourquoi pas nos prisonniers? Ils peuvent le faire aussi. Et vous leur payez un peu d'argent, 2 $, 3 $, et jour si sa prison si peine il sort avec son argent. Abimina mbongo ne moi ya moi mouké. Baza wana bongo. Je crois qu'il faut un côté humain aussi côté wana. Vous avez déjà bien fait les choses, mais faites encore mieux. Parce que dans Bakacho, c'est invivable. Invivable alors. On t'arrête là où le téléphone part. Ce n'est pas normal. Essayons d'humaniser aussi nos cachots. Essayons d'humaniser Makambouane, c'est très important. Voilà un peu en quelque sorte le discours du président de la République. C'est vrai qu'on aura le temps de revenir sur tous les autres mots. Mais là, moi, j'ai énuméré des mots, des propos qui sont assez controversés pour essayer d'apporter ma lumière. Et je vous ai dit là où je suis pour et là où je n'ai pas été personnellement satisfait. Mais dans l'ensemble, on peut tout simplement dire que le discours était bien. Dans l'ensemble, on peut dire que c'est des choses qui très bien. Bon, alors, il y a aussi un élément, permettez-moi de prendre une minute peut-être pour terminer. C'était l'armée. Ah oui, c'était la question épineuse. C'est la seule question que moi, je n'ai pas vraiment appréciée, que je n'ai pas aimé les réponses du président. Le président de la République pouvait s'arrêter à dire... Il pouvait s'arrêter, par exemple, à la question de l'armée pour dire qu'on y travaille peut-être, on trouvera des moyens de le faire. Mais quand le président... Non, là aussi, il y a des éléments. Quand le président va dire, par exemple, qu'on exagère beaucoup. Alors, j'aurais souhaité que le président nous dise qui exagère. Quand il dit « on », mais qui? Les « on » là, c'est qui? Parce que parmi ceux qui ont accusé les gouverneurs, l'armée congolaise, l'UDPS fait partie. Le président Félix Tshisekedi fait partie de ces gens-là. Je me rappelle encore le jour où on a diffusé la vidéo de Christian, pardon, comment il s'appelle encore, le réalisateur belge, Thierry Michel, je crois. Je crois que c'est belge ou français, je ne sais plus, mais en tout cas, il a fait un documentaire sur les crimes des FRDC, au niveau, il y a Est, l'UDPS, le président Fachi, les autres, mais ils ont pris ça comme élément. Ils ont assis leur argumentaire sur ça. Combien de fois les opposants congolais, peut-être pas lui-même Félix Tshisekedi, mais tous les autres opposants, combien de fois on a critiqué l'armée? Combien de fois on a critiqué cette armée-là? Mais aujourd'hui, le président devient président de la République. Il dit, vous savez, quand on a été dans l'opposition, on ne voit vraiment pas les choses convenablement. Quand on entre, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'exagération. Je trouve ces propos peut-être pas vraiment à leur place. Non, ces propos n'étaient pas à leur place parce que le président nous fait comprendre que quand il était opposant, parfois il racontait des choses qu'il ne maîtrisait pas. En fait, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, parfois quand vous criez, on ne savait pas. Pourtant, alors, si vous ne saviez pas, pourquoi on vous a suivi alors? Pourquoi nous, on était en train de vous suivre? Pourquoi les autres, les Congolais, certains Congolais, vous suivaient? Donc, vous étiez en train de dire des choses que vous ne maîtrisiez pas. Voyez-vous? Donc, il y a un petit problème à ce niveau-là. Je crois que le président pouvait peut-être esquiver la question et passer à autre chose que de dire... Parce que là, un peu comme c'est tirer une balle, quoi. C'est tirer une balle sur son passé. En tout cas, moi, c'est pour moi le petit écart que j'ai trouvé dans le cadre de discours. Voilà. Il n'aurait peut-être pas parlé de cela. Mais bon, et puis après, l'ensemble du discours est bien. L'ensemble du discours est bien. Et il a été convaincant, précis dans ce qu'il a dit. Voilà un peu mon point de vue, mesdames et messieurs. Mais ce n'est qu'un point de vue. Hein. Ce n'est pas de l'évangile. Ce n'est pas de l'évangile. Je peux me tromper sur toute la ligne aussi. Mais ma petite analyse, elle est celle-là. Elle peut plaire, elle peut déplaire, mais c'est mon analyse. Voilà, je vous retrouve dans la deuxième partie. Puisse Dieu bénir tout le monde, que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.